Bonjour mesdames et messieurs, nous allons poursuivre le dialogue sur le quantique. Il se poursuit ici, mais il se poursuit dans d'autres endroits sur Tech Fest. Vous savez que c'est un des sujets forts de cette troisième édition. Je m'appelle Célia Fuchs, je travaille pour le Dauphiné Libéré qui co-organise l'événement. Il faut que je parle mieux ici, voilà. Normalement, vous m'entendez tous ? Ouais ? Oui ? Super. On a 45 minutes et 4 intervenants très intéressants. Donc on part du principe qu'en général, on va prendre tous ces 45 minutes et on n'aura pas le temps qu'on voulait dédier aux questions-réponses. Ainsi, je vous propose de lever la main au fur et à mesure de notre conversation si vous avez des questions. On verra si après, si on a épuisé le sujet, on laissera un peu de place au public. Le but du jeu, c'est vraiment que tout le monde sorte avec un peu plus d'informations parce que j'avais dit que j'allais commencer par ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de physiciens quantiques ici capables d'aller dans la technique ? Levez la main, les physiciens quantiques. Il y en a 2 quand même. Ok, donc on va essayer de parler plutôt pour le reste de cette population. Je vais commencer par vous demander de vous présenter chacun l'un après l'autre. On va commencer par vous. Allez, merci beaucoup pour l'opportunité, pour l'organisation. Donc moi je suis Nicolas Daval, directeur de l'engineering chez Cobly. Cobly étant une start-up ici, grenobloise, issue du CEA, du CNRS, et qui a été fondée en 2022 pour faire un ordinateur quantique qui, avec l'ambition qu'en 2032, on sera capable de fournir un ordinateur quantique qui sera supérieur à tout ce qu'on peut faire avec un supercalculateur. Et voilà. Bonjour à tous, Nicolas Didier. Je travaille chez Alice et Bob, une start-up basée à Paris et à Boston qui construit des ordinateurs quantiques à base de circuits supraconducteurs. Et le but, c'est de faire un ordinateur quantique universel et sans faute. Et à Alice et Bob, je dirige le département de chip design. Et après, je suis issu du polygone scientifique, de la recherche académique. Et donc, j'étais même il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé ma thèse sous la co-direction de Anna qui est ici. Donc, c'est marrant de se retrouver sur ce plateau. Vous avez dit chip design. J'aimerais bien qu'on essaye de ne pas mettre d'anglicisme. Ça veut dire quoi ? C'est en gros le côté R&D, recherche et développement Oui. de l'entreprise où on s'occupe de la montée en performance des puces qu'on développe. Ok, très bien. À vous, Audrey. Vous m'entendez ? Ouais. Ok. Donc Audrey Martinan, je suis responsable programme au CEA Leti. Et à ce titre, je co-dirige le programme QLoop avec Tanguy Sassolas du LIST. C'est un programme de la stratégie nationale quantique qui repose sur qui bénéficie de financement public et privé. Et c'est un programme qui adresse le défi du passage à l'échelle de la chaîne de contrôle et de lecture des qubits à l'état solide. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. En toute simplicité. Oui, bonjour. Vous m'entendez aussi ? Bonjour, moi c'est Anna Mingouzi. Je suis directrice de recherche au CNRS et je suis la directrice de la fédération Quantalps. La fédération Quantalps, c'est une fédération qui regroupe 270 chercheuses et chercheuses, enseignants-chercheurs et enseignants-chercheuses qui travaillent dans tous les domaines du quantique. On a 5 axes de recherche qui parlent du SHS pour les quantiques. Vous avez écouté tout à l'heure Amélie Favreau qui travaille dans cet axe. Et puis nous avons les algorithmes quantiques, l'ingénierie quantique, la matière quantique et les technologies habilitantes pour les quantiques. Donc le rôle de notre fédération, c'est d'animer cet écosystème quantique grenoblois qui est très puissant et de les faire rencontrer et favoriser ainsi le développement des idées, les échanges des idées et la recherche dans les quantiques. Très bien. Est-ce que vous me permettez de résumer, du coup, que vous deux, vous êtes les 2 industriels à fond, et vous êtes plutôt dans l'écosystème qui fait en sorte que eux puissent, ou que l'ordinateur quantique puisse émerger dans la société, dans l'économie. Est-ce qu'on peut dire ça à peu près ? Oui, le CEA, c'est un organisme de recherche technologique et l'IRT Nano-Elec qui est porté par le CEA, c'est un institut de recherche technologique qui, justement, a pour but de renforcer la compétitivité industrielle et donc, effectivement, d'être au service de l'industrie pour l'innovation. Très bien.
On va commencer aussi par dire pourquoi est-ce qu'on fait cette course, parce qu'on ne fait pas ça pour rien. Ça va nous aider à comprendre un peu où est-ce qu'on veut aller. Mais juste avant, j'avais demandé à être assez terre à terre. Est-ce qu'on peut passer à la slide qui arrive? Donc ça, c'est Alice et Bob donc, qui nous a donné ce slide. Ça va être un ordinateur quantique, c'est ça Nicolas? C'est ça. Donc là, c'est la puce qu'on vise pour à l'horizon 2030. C'est un système qui permettra de faire des premières applications plutôt en recherche fondamentale, physique des matériaux, qui sera difficile qui ira au-delà des capacités de calcul classiques actuelles. Et donc ça représente le système. Vous avez le système complet. Donc c'est 12 mètres sur 3. C'est ça, dans ce système-là. Là, ça veut dire qu'il fait toute notre taille, là, cet ordinateur? C'est ça. Et en fait, à l'approche d'Alice et Bob, c'est d'essayer d'optimiser l'utilisation du nombre de bits quantiques qu'on construit pour réduire la taille des systèmes. Parce que là, ça va avec la réduction du coût, réduction énergétique. Alors, ça, c'est un petit ordinateur quantique, ça, c'est ça? Ça, c'est assez petit, disons, mais suffisant pour avoir les premières applications. Mais on va y venir. On va y venir. Et donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est tout ce qui est sur la droite, c'est le système de refroidissement. Ces systèmes-là sont dans des frigos à dilution, un cryostat que vous voyez au milieu. On est proche du zéro absolu. Et sur la gauche, vous avez les racks de contrôle. C'est des systèmes qu'on pilote avec des systèmes de contrôle micro-ondes. Voilà. Du coup, Nicolas, le point, c'est de comprendre que l'ordinateur quantique, c'est un gros objet. C'est quelque chose donc, qui va prendre toute cette place au moins. On ne va pas tous l'avoir chez nous. On ne va pas tous l'avoir. Toutes les entreprises ne vont pas l'avoir. Ce n'est pas ça l'idée. C'est quelque chose d'énorme et qui a besoin d'énormément de composants pour le faire vivre. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. C'est ça. Mais avant de comprendre comment on y va, on veut savoir pourquoi. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on y va. Chacun peut me donner une application en se complétant les uns les autres? Je pense ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec l'ordinateur quantique, ce qu'on vise, c'est une accélération exponentielle par rapport aux calculs qu'on est capable de faire classiquement. Ça veut dire qu'on est devant quelque chose qui va être calculable en ordinateur quantique, alors que ça ne l'est pas du tout en calcul standard. C'est des accélérations de milliers, de milliards qu'on vise. Typiquement, par exemple, dans des applications de chimie, ou de calcul de vaccins, où on envisage qu'on pourra faire des choses comme ça avec un ordinateur quantique, alors que c'est tout à fait impossible de l'obtenir avec un ordinateur classique, un supercalculateur. Bien sûr, vous voyez tous les États qui sont derrière ce calcul en termes de souveraineté, d'indépendance technologique, parce que il y a aussi la problématique de la sécurité des datas, qui va être complètement transformée par l'ordinateur quantique. Pour tout ça, on a besoin de favoriser l'émergence d'ordinateurs quantiques pour notre région, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, et être dans la compétition avec les autres parties du monde. Voilà, pour compléter, oui, c'est donc l'ordinateur quantique, c'est vraiment un accélérateur pour certains types de calculs. Par exemple, en chimie, matériaux, médecine, il y a des calculs qu'on n'est pas capable de faire et qu'on ne sera pas capable de faire avec les machines classiques. Ce n'est pas juste doubler la taille, c'est exponentiellement plus difficile. Donc, on va voir ça comme un accélérateur sur vraiment certaines parties du calcul, sur certains cas d'usage. Et la taille, le coût, etc., fait que ça sera sûrement... Enfin, les premières intégrations vont plutôt être dans des gros centres de calcul, des centres HPC, et qui permettront par exemple de résoudre des problèmes de matériaux pour pouvoir par exemple trouver des supraconducteurs à température ambiante pour pouvoir distribuer le courant sans perte sans résistance. On peut penser à toute la chimie de la synthèse des engrais ou de la métallurgie. Pour trouver des molécules qui permettent de rendre ces process beaucoup plus efficaces. Pareil, trouver la bonne molécule pour résoudre certaines maladies. Tout ça, c'est basé sur la physique quantique, la chimie quantique. Et ces machines-là vont être très performantes pour résoudre ces problèmes. Ça va vraiment adresser la recherche quand même dans un premier temps. La recherche et l'industrie. Et l'industrie. Ouais.
Après coup, Ouais. en général. Enfin, disons que la taille dont on a besoin et la précision dont on a besoin, on parlera plus tard que le challenge, c'est aussi le fait que monter en performance, ces ordinateurs quantiques, ils font des erreurs, il faut les corriger, et passer à l'échelle. Et pour cela, il faut des gros systèmes, il faut passer à l'échelle. Et donc, à mesure qu'on va augmenter la taille, on va pouvoir adresser certains cas d'usage. Et les premiers sont plus en physique fondamentale, physique des matériaux. Ensuite, on voit la chimie. Mais il y aura aussi des problèmes d'optimisation qu'on pourra résoudre. Peut-être un lien avec le machine learning, ça c'est moins connu. Et aussi des cas d'usage qu'on va découvrir avec les machines. Si on prend l'exemple des GPU, au départ, on ne pensait pas qu'on allait en avoir partout dans les clusters. Donc il y a aussi cet aspect-là. Une fois qu'on aura les machines, on trouvera d'autres cas d'usage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des cas d'usage compris et prouvés pour à la fin de la décennie, quoi, 2030 et autour de 2030. C'est sûr que le cap est presque fixé maintenant, presque daté. Pour vous, Audrey? Pour moi, Audrey. On peut peut-être revenir sur l'exemple des applications santé. Effectivement, pour la conception de médicaments, ça a vraiment du sens parce que ça va permettre de modéliser, simuler des interactions moléculaires de façon très précise, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec des ordinateurs classiques. Et voilà, aujourd'hui, pour concevoir un médicament, c'est des années, des dizaines d'années. On part de milliers, dizaines de molécules et on affine au fur et à mesure des tests. On fait des tests in vitro, des tests in vivo. On sélectionne petit à petit, de plus en plus. C'est long. C'est très long, c'est plus d'une quinzaine d'années. Là, ça va vraiment permettre d'accélérer le choix, la sélection des molécules et d'aller droit au but dans l'expérimentation et le test des molécules d'intérêt. Donc, typiquement, dans l'industrie pharmaceutique, c'est un vrai coup d'accélérateur et c'est un enjeu économique énorme, par exemple, pour ce type d'industrie. Mais il y a plein d'autres industries où c'est vrai aussi. Dans le domaine de l'énergie, pour optimiser, par exemple, les électrodes, les matériaux d'électrodes, pour générer de l'hydrogène, pour le photovoltaïque. Voilà, pour justement cibler les bons matériaux, les bonnes compositions et le faire au plus vite sans être obligé de passer par beaucoup d'expérimentation. On va pouvoir vraiment cibler le côté expérimental et accélérer. Donc beaucoup de secteurs économiques vont pouvoir en bénéficier de cet ordinateur qu'il va falloir partager. Je reviens là-dessus quand même, parce que il faut se préparer. Ce que disait Amélie Favreau juste avant, il faut se préparer psychologiquement. Anna, vous m'aviez donné, vous, un exemple plus sur la côté sécurité qui m'avait assez glacé. C'était que les États-Unis mettent de l'argent, même si... juste au cas où, par exemple. Oui, effectivement, il faut penser que tous nos systèmes de sécurité informatique sont basés sur des mots de passe. Et pourquoi on nous demande toujours de faire un mot de passe suffisamment long? C'est parce que si on a un hacker qui essaie de trouver notre mot de passe, il lance un ordinateur qui fait tous les essais. Par exemple, si je dois deviner une séquence de 4 chiffres, je commence d'essayer tous les chiffres de 0 à 9, et puis j'essaie pour le deuxième chiffre, et comme ça et comme ça. Donc, si j'ai suffisamment de temps, je pourrais deviner toutes les séquences de 4 chiffres avec un ordinateur classique dans un temps limité. Maintenant, le point, c'est qu'un ordinateur quantique va faire des calculs beaucoup plus vite. Et donc, ça pose un enjeu énorme de sécurité, de protection de tout type de données, que ce soit des données personnelles, que ce soit des données stratégiques, militaires. Tout type de données sont protégées par des mots de passe. Et donc, chaque pays qui a les moyens et les capacités technologiques se lance dans cette course parce qu'au cas où il y a un pays qui arrive en premier à avoir un ordinateur quantique suffisamment puissant, il pourra en gros craquer tous les mots de passe de tous les autres pays. Et donc même si on n'est pas sûr dans quel temps ça va prendre précisément, bon après les collègues, ils connaissent mieux la partie pratique, mais c'est extrêmement important du point de vue de la souveraineté. Et donc mes collègues américains disaient, nous, on va continuer à investir, il y a trop de risques de sécurité si on ne le fait pas. Donc le premier qui aura l'ordinateur quantique, finalement, aura un avantage sur tous les autres. Enfin, en tout cas, il va prendre de l'avance. Un avantage économique, souverain, de sécurité également, tout à fait. Mais du coup, c'est pas facile. Ah, allez, une première question, on va jouer le jeu.
Merci beaucoup. Une question rapide. Vous prévoyez 100 qubits logiques en 2030 ? D'après vous, à partir de combien de qubits logiques on devient compétitif par rapport aux ordinateurs classiques ? Alors, ça va dépendre. T'es mouillé la nuque là, donc maintenant ça y est, on plonge dedans, allez-y. C'est là où chaque industriel doit prévoir les machines qu'ils vont construire et les cas d'usage. Et donc, ce qui est important, c'est le nombre de qubits et puis leur performance. C'est pour ça qu'on parle de qubits logiques, qui corrigent les erreurs. Donc, ce qu'on pense, c'est quand on arrive à 100 qubits, le bon qubit corrigé, on va avoir des premières applications, tout ce qui est sciences des matériaux. Par exemple, problème de supraconductivité à haute température, les choses comme ça. Chimie quantique, on va arriver aux alentours de 2000 qubits logiques. Et ensuite, casser les codes cryptographiques, on est plus sur des milliers ou dizaines de milliers. Donc vous voyez, en fait, chaque cas d'usage va avoir besoin des ressources différentes. Et encore une fois, qui se distinguent en taille de la machine et sa performance. Attendez, parce que là, c'est un gars qui s'y connaît en physique quantique qui a posé la question. Ouais. On les avait identifiés. Donc, si on revient juste dans le discours... Non, mais c'est très bien. De toute façon, il va falloir qu'on y aille. Mais la question, c'était où est-ce qu'on en est ? Alors, on va faire d'abord les industriels et ensuite l'autour. Où est-ce qu'on en est de cet ordinateur quantique ? Donc, globalement, dans le secteur des circuits supraconducteurs... Chez Alice et Bob. Chez Alice et Bob, donc en fait, voilà. Alice et Bob, c'est vraiment focalisé sur la correction de ces erreurs-là, des erreurs. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux types d'erreurs à corriger. Et on les corrige par redondance. C'est-à-dire, de la même manière, on le fait pour corriger des bit flips dans des systèmes classiques. Vous avez entendu parler qu'il y a quelques mois, il y avait plein d'avions Airbus qui étaient cloués au sol parce qu'avec les rayonnements du solaire, ça crée des bit flips, ça fait des erreurs dans les calculs. Et donc, s'il y a trop d'erreurs, on a des problèmes. Dans un avion, on comprend lesquels. Et c'est par redondance, c'est-à-dire au lieu d'avoir un 0 et un 1, on va dire j'encode en 3 0 et 3 1. Comme ça, s'il y a un des trois flips, par vote de majorité, on garde l'information. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait ça en physique quantique, cette redondance est très coûteuse. Ouais. Et donc, où on en est chez Alice et Bob, il y a deux types d'erreurs à corriger. On a démontré qu'on arrive à corriger l'une des deux avec notre approche très spécifique basée sur les états de Schrödinger. Et là, on travaille activement pour corriger l'autre type d'erreur. Donc, on est sur des systèmes d'une dizaine de qubits physiques qui permettront de créer le premier qubit corrigé, qubit logique. Donc, on a à l'échelle physique une dizaine de qubits et à l'échelle logique quelques qubits corrigés. Mais c'est là que c'est difficile à s'imaginer parce que nous, on s'attend à ce que vous nous disiez, on va faire un ordinateur quantique. Mais vous nous dites, nous, on veut corriger les erreurs. Oui, l'ordinateur quantique, il faut qu'il soit utile. Voilà, c'est ça, il faut qu'on puisse faire des calculs dessus. Donc par exemple, si on ne corrige pas ces erreurs, là, actuellement, l'état de l'art, c'est une erreur toutes les 1000 ou 10 000 opérations. Si vous devez en faire des milliards, à la fin, le résultat que vous allez obtenir, ça sera du bruit. Donc il faut monter en performance pour pouvoir passer de 10-3 à 10-9, 10-12 en performance. Et pour cela, il faut corriger les erreurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous cherchez à faire cet ordinateur quantique, mais là où vous en êtes, c'est vous êtes en train de faire un grand travail sur la correction des erreurs. C'est ça que vous me dites ? C'est ça. Donc, le but du jeu, ça reste dans cet ordinateur. Bien sûr. C'est ce totem-là qui nous sert de référence. Ouais. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est améliorer cette performance. C'est le bloc élémentaire qui permettra d'avoir des ordinateurs qu'on appelle tolérants aux erreurs et universels. C'est vraiment ça qu'il faut construire comme machine. C'est là-dessus qu'il y aura des applications industrielles. Il faut corriger ces erreurs. Et nous, là, on travaille activement sur la correction d'erreurs avec notre approche qui est très efficace. Là, vous voyez le ratio entre qubits physique et logique, c'est un ratio de 20. Ouais. Sans notre approche, c'est plutôt 1000. Ok. Et donc, de 20 à 1000, il faut comprendre qu'il y a le coût qui va avec, le coût énergétique, la taille du système. Donc notre approche est très efficace pour le plus vite possible avoir des systèmes sans erreur utilisables pour les industriels. Ok. Vous pouvez nous donner un autre repère, un repère temporel sur là où vous voudriez arriver à quelque chose de concret, à quelle échéance ? Comme je vous dis, 2030, 100 qubits logiques, on aura déjà une belle machine avec les premières applications en physique des matériaux. Voilà, 100 qubits. Ça logique. nous permet un certain type d'application. Ouais. Plus il y a de qubits logiques,
plus les applications Exactement. s'approfondissent. On est bon là-dessus, à peu près. Chez Quobly. Alors chez Quobly, on vise un premier ordinateur avec 10 qubits pour la fin de cette année 2026, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille notre muscle sur fabriquer cet ordinateur. Il a 10 qubits physiques, ça veut dire qu'effectivement il ne fera rien de formidable pour un industriel qui se pose une question. Par contre, c'est le début des ordinateurs. Et comme je le disais, en 2032, l'objectif, c'est qu'on mette nos ordinateurs avec 1 million de qubits à ce moment-là dans des data centers pour résoudre des problèmes concrets et créer de la valeur. Alors, 1 million, je vais expliquer. Ouais. Donc le qubit, c'est le qubit dans la technologie Quobly semi-conductrice. C'est vraiment le pendant du transistor pour le calcul standard. Et notre technologie repose sur le semi-conducteur. Et on a fait un partenariat extraordinairement central dans notre stratégie avec ST Microelectronics pour produire ces qubits. Donc on est en train de les produire comme on produit les transistors. Et c'est comme ça qu'on fera notre premier ordinateur pour la fin de l'année avec 10 qubits. Et pour vous donner des ordres de grandeur, dans la technologie semi-conductrice, on est capable de faire 1 million de qubits sur 1 cm². 1 million Donc, de qubits sur... 1 cm². Donc ce million de qubits, qu'il faut bien sûr, avec le rapport dont a parlé Nicolas, penser qu'il faut 1 million de qubits physiques pour faire 1000 qubits physiques pour faire 1 qubit logique. Ça veut dire que ce million de qubits physiques qu'on peut faire en technologie semi-conductrice, il fera 1000 qubits logiques qui feront des calculs utiles pour nos utilisateurs. Ok. Est-ce que tout le monde est bien là avec ça? Laura, est-ce que tu peux mettre la slide de la puce, s'il te plaît? C'est la 4e. Voilà. Ça, c'est une puce... Alors ça ressemble à peu fait près pas tout à fait 1 cm², ça doit faire un quart de centimètre². Il faut imaginer qu'en technologie semi-conductrice, on est capable de faire 1 million de qubits sur pas loin d'une taille comme ça. Donc c'est facile à mettre dans un cryostat, c'est facile de mettre ce cryostat dans un data center. On sera de l'ordre de 10 mètres carrés pour le cryostat. Le cryostat. Alors voilà, celui-là il a beaucoup de câbles. Un des gros intérêts de la technologie qu'on développe avec ST, qui est issu de 15 ans de recherche au CEA en préalable pour se doter de la certitude qu'on peut y arriver. Donc c'est comme ça qu'on a convaincu ST. Et donc un des gros avantages qu'on a, c'est que non seulement on peut mettre sur le silicium des qubits, mais également la logique qui va permettre de piloter les qubits. Et ça, c'est très intéressant parce que sur l'image que vous voyez, il y a énormément de fils. Énormément de fils parce que chacun va aller piloter son qubit. Dans le cas du silicium, on va être capable d'envoyer uniquement des instructions à la puce avec peu de fils qui vont commander les qubits qui seront sur la puce. Et donc, un ordinateur Quobly, ça sera le même avec quelques câbles. Ok. Avant de passer vers vous, mesdames, je voulais juste vous dire... Donc, je n'ai pas le niveau en physique pour vous taquiner, c'est pas ça l'idée, mais c'est du niveau grand public, on entend beaucoup d'annonces et c'est pas une question de concurrence, mais on entend Candela dire qu'ils en ont déjà livré je ne sais combien. Donc, on a l'impression qu'il est déjà là, cet ordinateur quantique. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est déjà là, c'est un ordinateur avec quelques qubits physiques. On a un certain nombre de compétences. Il y a des entreprises dans le monde qui ont fait ces démonstrations. Le qubit, c'est quelque chose qui fonctionne. On sait faire des calculs. Et il y a quantité de sociétés en Europe et aux États-Unis principalement qui ont fait cette démonstration. La problématique, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'envisager un chemin pour aller à suffisamment de qubits pour avoir un ordinateur utile. Et c'est là toute la difficulté, parce que quelques qubits, c'est faisable, c'est possible, c'est démontré. Des millions, c'est ça qui est dur. Est-ce que je peux résumer les choses ainsi que oui, il y a des ordinateurs quantiques qui sont livrés aujourd'hui à des clients, mais en fait, en soi, ils n'ont pas une puissance supérieure à un supercalculateur lambda. Est-ce que je peux résumer ainsi ou pas? Oui, c'est là où on en est. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est les innovations futures vont être basées sur les capacités de calcul. Et on a connu la fin de la loi de Moore. Maintenant, on voit ces fermes de GPU qui se construisent. On comprend, c'est des mégawatts, c'est des mètres carrés, c'est des consommations d'eau, etc. Là-dedans, le calcul quantique va être un accélérateur primordial sur certaines applications, comme on a dit.
Maintenant, c'est un nouveau paradigme de calcul. Et même avant qu'on ait des systèmes utiles aux applications industrielles, il faut pouvoir comprendre comment on les utilise. Par exemple, lorsqu'on discute, vous entendez qubit physique, qubit logique, c'est assez complexe. Mais à la fin, un utilisateur, lui, ce qu'il veut, c'est j'ai une machine qui calcule et j'envoie des algorithmes dessus. Dis-moi Siri. Exact, voilà. Donc, toute cette couche même de software, faut pas attendre d'avoir les machines utiles en isolation pour ensuite les intégrer. Et donc, en fait, ce qui se passe en ce moment, il y a eu des avancées récentes qui montrent que les briques élémentaires sont là. Les industriels avancent très vite. C'est vraiment la course à l'ordinateur quantique. Ça arrive bientôt. Toutes les roadmaps s'alignent sur 2030. Et donc, les centres HPC, par exemple, commencent à intégrer des machines qui sont les mêmes que les machines utiles à peu près. C'est juste que la différence, ça va être la puce qu'il y a dedans pour pouvoir maîtriser, développer la couche software, comprendre quelles sont les spécificités de ces machines, la stabilité en température, protection électromagnétique, des choses comme ça, vraiment pour physiquement les avoir à les contrôler. Et c'est pas grave si à ce moment-là, elles sont pas si utiles que ça. Puisqu'après, le seul changement, ça va être la puce plus performante. On va chaque fois avoir des puces plus performantes. Et les applications qui vont en découler vont être de plus en plus utiles. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut commencer à les intégrer pour comprendre comment, quand ils seront utiles, les manipuler. Voilà, ils se préparent en fait. Préparation, parce que c'est pas si simple que ça. C'est un nouveau paradigme. Audrey, vous nous avez dit qu'on se prépare à la montée en échelle. Moi, j'ai une question bête. C'est quoi qui doit monter en échelle? C'est la puce? C'est effectivement ce dont on a déjà parlé. Donc, concrètement, aujourd'hui, ça a déjà été dit, des ordinateurs quantiques, ça existe. Ils sont imparfaits. Ils sont de taille intermédiaire, avec quelques dizaines, voire quelques centaines de qubits. Le passage à l'échelle, c'est d'aller vers l'ordinateur quantique tolérant aux fautes, universel. Et là, en fonction des plateformes technologiques, ça diffère un peu, mais on va dire grosso modo, les experts s'accordent pour dire qu'il va falloir des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers, peut-être des millions de qubits pour l'ordinateur quantique universel de demain. Donc c'est ça le passage à l'échelle, c'est de passer de centaines de qubits à peut-être le million. Et donc ça se traduit au niveau évidemment des puces quantiques, mais ça se traduit aussi sur ce qu'on pourrait appeler la périphérie quantique. La périphérie quantique, on peut dire que c'est tout ça, la périphérie quantique, c'est-à-dire le câblage qui va autour. Là, typiquement, sur cette photo, la puce, elle est tout en bas. Elle est où, la puce? La puce, elle est tout en bas du cryostat, elle est ici. Il y en a une. Donc en fait, c'est un gros frigo. Un cryostat, c'est un gros frigo qui descend très très bas en température, tout proche du zéro absolu, 0 Kelvin. Et en fait, cette puce-là, oui, typiquement, il n'y en a qu'une. Et vous voyez que pour une puce de 10, une dizaine, centaine de qubits, vous voyez le nombre de câbles qui va autour. Donc, il y a vraiment un sujet sur la partie, effectivement, périphérie. Comment simplifier cette périphérie? Comment la miniaturiser? Comment la densifier? Il faut aussi densifier les puces. Alors, attendez, je voulais juste redire... Oui. Être sûr. Donc, monter à l'échelle, la scalabilité, elle concerne le nombre de qubits sur la puce. C'est ça, principalement. L'enjeu, oui, c'est ça. C'est sur la puce et aussi sur ce qui va autour de la puce, parce qu'il va falloir passer de quelques centaines de câbles à des milliers, des millions de qubits, des millions de câbles. En fait, typiquement, mais là je parle sous votre contrôle, mais pour un qubit, typiquement, il faut à peu près 4 câbles. Voire plus. Enfin, ça dépend des technos. C'est pas faux? C'est l'ordre de grandeur. Voilà, il faut au moins. Après, il y a toute l'histoire de multiplexing. Voilà. Et tout 4 ça. câbles par qubit. Ah, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc si on veut aller vers 1000, 10 000, 100 000, 1 million de qubits, il y a une vraie question sur la connectique, les interconnexions, comment on coupe les qubits entre eux, comment on le fait, avec quel type de matériaux. Parce que là, on est dans des conditions environnementales où il fait très très froid, donc on n'utilise pas des matériaux classiques, c'est plutôt des matériaux supra, on en a déjà parlé. Et tout ça, c'est des briques technologiques qu'il faut construire, maturer et passer à un niveau de maturité qui font que c'est industriel. Donc vraiment cet enjeu du passage à l'échelle, il est évidemment au niveau des puces quantiques, mais aussi sur la périphérie. On peut passer la parole à Anna parce que vous avez particulièrement travaillé sur les câbles. C'est ça?
Ou je me suis trompée? Non? Non, avec QLoop? Non, Alors c'est- QLoop, c'est l'enjeu. QLoop, c'est l'enjeu de la périphérie. C'est l'enjeu de la chaîne de contrôle et de lecture. Ok, Et excuse-moi. effectivement, c'est ce programme donc, qui fait partie de l'IRT NanoElec. Il adresse ce sujet-là, la chaîne de contrôle et de lecture des qubits pour le passage à l'échelle. Et donc il y a cette partie connectique, intégration 3D, packaging. Mais il y a aussi la question de l'électronique de contrôle. Comment on peut intégrer de l'électronique au plus proche des puces quantiques. Il y en a déjà de l'électronique à l'intérieur, il y a des amplificateurs, des circulateurs, etc. Mais la vraie question, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas mettre une électronique, par exemple, de démultiplexage tout proche de certaines plateformes technologiques pour simplifier le câblage qui doit sortir du cryostat et aller à l'électronique de contrôle à chaud. Voilà. L'électronique de décuplexage, vous avez Donc, dit? multiplexage, c'est pour simplifier et diminuer le nombre de câbles à sortir du cryostat. Ok. Il peut y avoir cette approche, mais qui n'est pas forcément commune à toutes les plateformes technologiques. Voilà, donc c'est des choses, en tout cas dans QLoop, qu'on essaye d'adresser et qu'on essaye de mutualiser, c'est-à-dire de trouver les points communs entre toutes ces plateformes de qubits à l'état solide, de mutualiser l'effort pour aller vers l'ordinateur quantique universel et construire les briques technologiques qui peuvent être communes à toutes ces plateformes. Voilà. Donc c'est un soutien à nos startups. Dans un écosystème large, il y a des grands groupes dans ce programme, comme ST, Siemens. Il y a également des académiques, donc le CEA, CNRS, l'INRIA, qui apportent chacun des compétences différentes, Grenoble INP UGA également. Et puis, il y a la plupart des startups quantiques nationales qui font part de ce consortium. Et tous ensemble, on travaille sur cette chaîne de contrôle et de lecture pour le passage à l'échelle. Très bien. Et chez tous les chercheurs là, qui planchent sous votre contrôle sur tout ce qui se passe autour des ordinateurs, est-ce qu'il y a des projets particuliers à mettre en avant? Il faut dire que les chercheurs sont en amont de tout ce que vous avez entendu jusqu'à là. Il y a au niveau des laboratoires de recherche à Grenoble des développements, par exemple en technologie habilitante, où on développe des prototypes, des idées qui après sont exploitées ou explorées. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des échanges avec les industriels pour voir à quel moment parmi nos découvertes, nos prototypes, ce sont les plus utiles pour eux à utiliser, à apprendre et à faire aussi monter en termes de nombre et des types de systèmes. Et peut-être je peux rajouter aussi qu'il y a un autre travail fait par nous au niveau des laboratoires de recherche, que c'est un laboratoire à la fois théorique et expérimental. Et du point de vue théorique, par exemple, on essaie de comprendre quel type d'état quantique l'ordinateur quantique va développer. Donc on veut caractériser un état quantique, savoir quel type d'état c'est, est-ce qu'il est suffisamment cohérent, est-ce qu'il est exactement l'état qu'il nous faut pour faire un ordinateur quantique. Donc ça c'est un autre exemple des recherches qu'on fait. Et après aussi on développe des méthodes pour manipuler les objets quantiques uniques, c'est-à-dire un seul qubit, mais on veut tout comprendre de ces qubits. Nous, on essaie de comprendre tout ce qui est à la base et qui est nécessaire à la suite pour construire un ordinateur quantique. Et pas seulement un ordinateur, si je peux rajouter, aussi des capteurs quantiques. Par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des différents types d'applications des technologies quantiques, pas seulement l'ordinateur quantique. Et il y a énormément de sujets qu'on n'aborde pas là de toute façon en 45 minutes, notamment le financement, enfin tous les objets quantiques qui sont développés. Je voulais juste ajouter un point parce que je pense que c'est important au niveau grand public qu'on se comprenne, c'est que là vous avez deux technologies différentes pour arriver vers à peu près un même objectif, un même objet, mais vous n'êtes pas les seuls à faire dans cette course. Et vous êtes d'ailleurs à peu près tous réunis dans un programme Proxima. Moi, je l'ai entendu comme, dans ce programme national Proxima, il y a 5
technologies qui sont en compétition pour arriver vers l'ordinateur quantique. À je ne sais plus quelle échelle, 2 seulement seront conservés dans le programme pour aller plus loin. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? L'un ou l'autre ? Oui, tout à fait. On a la chance en France d'avoir un formidable écosystème quantique qui a permis la création de 5 startups avec 5 modalités différentes pour arriver à cet objectif du calcul quantique. Et effectivement, on est soutenu par un programme national qui vise à permettre à au moins une start-up de devenir un leader mondial et d'atteindre son objectif. Ça va avec des financements, ça va avec de l'accompagnement. Et en ce sens, je pense qu'on rivalise très bien avec les autres régions du monde. Parce que, un mot que je voulais dire sur ce qu'on fait du coup nous à Quobly pour ça. Vous avez compris que la problématique c'est vraiment une problématique de passage à l'échelle, d'aller vers le million de qubits et donc en s'appuyant sur les technologies du semi-conducteur pour faire ça, pour faire simple, faire un qubit comme on fait un transistor. On s'appuie sur une industrie qui fait toutes les puces que vous avez dans vos poches avec vos téléphones, avec tout ça, qui font des milliards de transistors qui fonctionnent tous très bien. C'est des milliers de milliards d'investissements dans l'outil de fabrication qu'on va réutiliser pour faire les puces quantiques. Et du coup, on va faire très bien quoi ? On va faire très bien la performance pour 1 million d'objets très bien contrôlés. Parce qu'on réutilise tout ce savoir-faire. On va faire très bien, bien sûr, la partie taille, parce qu'on met 1 million de qubits dans un tout petit espace. Et on fera bien sûr aussi la partie coût, parce que si on regarde les technologies aujourd'hui transistors, 1 cm² de puce, ça vaut moins de 10 €. Donc, parce que le coût de cet ordinateur va bien sûr être une problématique importante dans l'accès et la démocratisation du calcul quantique. Donc là, on a vraiment une proposition très intéressante qui émane du CEA et du CNRS et qui a un potentiel important pour faire un leader mondial. Je souris parce que vous nous expliquez pourquoi Quobly a quelque chose a une logique tout à fait performante. Bob et Alice dans Proxima. Donc, Alice et Bob. oui, donc c'est vrai qu'en Europe et particulièrement en France, on est quand même bien placé pour l'ordinateur quantique. Au niveau des talents, on les a fournis par Quantalps par exemple. Vous regardez par ANA. Vous regardez au niveau des prix Nobel en quantique, on en a eu plein. On a eu Serge Haroche, Alain Aspect, l'année dernière Michel Devoret, qui était sur le pionnier sur les systèmes qu'on utilise à l'ICEBOB. Donc au niveau des talents, on les a. Et c'est très bien qu'il y ait ce programme Proxima pour pouvoir orchestrer la compétition et faire en sorte qu'il y ait un écosystème autour qui se mette en place. Pour, comme tu le disais Audrey, mutualiser certaines technologies habilitantes. Par exemple, toute l'électronique de contrôle, lorsque c'est dans le gigahertz, je sais pas, la 5G, des choses comme ça, ça peut être utilisé sur les circuits supraconducteurs qu'on fait, sur les spins CMOS que font Quobly. Donc on peut mutualiser, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de startups en technologie habilitante qui se créent en France et en Europe. Et donc mettre l'argent pour pouvoir orchestrer tout ça, c'est excellent. Pour ensuite, 1 ou 2 émergent en compétiteur mondial. Encore une fois, horizon 2030, c'est à peu près ça l'horizon pour Proxima. Le spin CMOS, c'est les transistors, c'est ça ? Des transistors un peu plus boostés de Quobly. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Anna ? Oui, je voulais dire qu'à l'état actuel, on ne sait pas encore quelle sera la plateforme qui sera la meilleure. Il y en aura peut-être plusieurs. Oui. Et c'est pour ça qu'on pousse plein de directions en parallèle. Donc c'est totalement normal. Et les principes quantiques sont utilisés de manière différente dans les différentes plateformes. Et donc, chacune a des points forts et des points faibles. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des labos de recherche aussi, on continue à penser à d'autres types de qubits, à d'autres systèmes, et à voir quelles seront celles au pluriel, qui vont être les plus pratiques. Aussi, ça pourra dépendre de quel type d'application en réalité. C'est génial de se dire, vous avez tous en tête quelque chose, vous n'êtes pas sûr, mais a priori ça va arriver, enfin vous n'êtes pas sûr. Vous êtes sûr que ça va arriver en fait, et vous œuvrez tous pour que ça le fasse. Vous imaginez si on faisait ça pour le réchauffement climatique, ce serait énorme. C'est sûr que c'est une technologie disruptive, enfin vraiment révolutionnaire,
Voilà, c'est une aventure collective, une aventure de start-up, et voilà, tout le monde y croit et tout le monde a envie d'y aller. Et peut-être beaucoup de technologies vont pouvoir cohabiter. Alors attendez, on va faire une petite pause parce que déjà je voudrais dire à Laura que moi je suis en total roue libre, je ne sais pas combien de temps il reste, donc que ça elle m'entend. Merci, 5 minutes. Moi je voulais aborder un petit peu la formation pour dire et pour un peu ce qu'il faut pour que ça ait lieu, mais si vous avez quelques questions, ce serait le moment ou jamais, hein, sachant qu'après, voilà, il y en a une là-bas, et sachant qu'après vous êtes dans le coin, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver les uns les autres On peut rester autour de... ici, quoi. Il y a un stand CEA, j'y traînerai certainement un petit peu. Il y a aussi un stand CNRS et un stand du GA. Bonjour, j'aurais une question un peu plus matériaux. Là, vous nous avez montré des supraconducteurs et on voit qu'on a besoin d'un ordinateur quantique cryogénique. Est-ce que vous envisagez d'utiliser des matériaux moléculaires type magnète? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'on pourra réduire ça pour pouvoir densifier ça sur une puce électronique? Merci. Qui peut répondre? Pour toi, Nicolas, peut-être? Donc, les supraconducteurs température ambiante, c'est plus pour les applications, pour transporter l'électricité. Et ensuite, densifier les magnets, c'est les spins de chez CMOS. Un spin, c'est un tout petit magnet. Je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose. Ouais, je pense que ce qu'on fait, effectivement, ça adresse ça. C'est l'idée de mettre de spin dans l'électron en très haute densité sur une puce. Et la problématique qu'a Kobli, c'est de faire ça en réutilisant toute l'industrie du semi-conducteur. Donc notre direction, c'est de réutiliser ce qui est qualifié dans les usines de fabrication semi-conductrices. Et donc ça va être ça notre point limitant. Pour autant, on y est déjà un petit peu parce que ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est suffisamment dense pour faire 1 million de qubits sur 1 cm² sur un chip. Est-ce que ça vous va? Ça répond à votre question? En fait, je pensais plutôt à des matériaux type moléculaires. Voilà, c'est plus que de l'inorganique, semi-conducteur ou quantum dots, etc. Je pense que ça passe pas l'entrée de ST microélectronique. Mais, donc on ne le fera pas à Kobli, mais c'est pas notre projet. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut juste profiter des quelques minutes qui restent pour faire un point sur de quoi on a besoin au niveau formation? Oui. Ou alors, comment est-ce qu'on organise la formation pour répondre aux besoins futurs? La formation, elle est déjà extrêmement bien organisée en France. Donc, il y a un programme national qui s'appelle Quantet du France, qui est porté par Grenoble, et dans lequel on compte former un certain nombre de doctorantes et de doctorantes, mais également aussi de faire de la formation initiale au niveau des licences et masters, les formations continues également destinées aux industriels et toutes personnes qui sont intéressées à découvrir le quantique. Et donc, dans ces formations, ce qu'on fait, c'est de former les futurs ingénieurs quantiques, disons, des personnes qui connaissent les systèmes quantiques dans leur spécificité, à la fois soit théorique, soit expérimentale, capables d'écrire des algorithmes quantiques ou de manipuler des ordinateurs quantiques ou de monter tout ce qui concerne la partie technologie habilitante. Et donc, tout ça va être appris dans nos laboratoires et nous avons des financements nationaux et aussi des financements européens avec un financement de la Commission européenne qui s'appelle Quantum Grenoble, où on va essayer de former tous ces doctorants. Et je me disais, c'était mignon quand vous disiez que vous étiez son doctorant et qu'avant, c'était pas très évident que faire une thèse, ça allait mener quelque part. Ah oui, non, mais ça a beaucoup changé en France. Je sais que j'ai pas mal voyagé dans le monde, je suis revenu et c'est une France différente que j'ai vue. Des jeunes qui créent des startups au lieu d'aller dans le milieu académique. Une thèse à l'époque, c'était limite un handicap pour trouver du travail. Maintenant, c'est nécessaire, enfin c'est bien vu. Et donc c'est très bien. Et il nous faut beaucoup de gens bien formés dans à la fois la physique fondamentale, c'est sûr, mais lorsqu'on va construire de plus en plus des grosses machines complexes, des gens
de l'ingénierie, de l'optimisation, le software. Enfin, il y a vraiment il y a toute une panoplie de métiers à développer et qui va évoluer. Et ce qui est bien, c'est que ce qui se fait à Grenoble suit l'évolution des besoins industriels en amont. Ça prend du temps à former des gens, donc il faut démarrer en amont. Et je pense que c'est pour ça. En France, on a un très bon écosystème qui se crée. Continuons. Il faut des financements, donc faut pas hésiter. Ça va vite. C'est maintenant que ça se passe. Il faut vraiment qu'on ait les financements nécessaires pour pouvoir avancer, quoi. Vous aviez... ouais, Julien. Moi, je peux bien rajouter que, on en parlait, les startups qu'on a aujourd'hui dans le quantique, elles embauchent énormément de talents. Oui, je me demandais si vous saviez combien de gens on avait besoin dans le domaine. Et très pratiquement, en 2026, Quobly emploie 70 personnes de plus. Donc il faut qu'on embauche 70 ingénieurs. On double depuis chaque année, depuis le début. Et on n'a pas encore prévu de s'arrêter de doubler. Donc il faut absolument effectivement former les jeunes qui viennent. Et c'est aussi des entreprises dans lesquelles il y a un effort important sur les stagiaires, sur les doctorants qui ont une place chez nous. Merci à tous les cas d'avoir participé. Merci. J'espère que vous êtes, qu'on a fait un petit pas assez compréhensible dans ce marasme quantique. Pour moi, voilà, peut-être. Il y a plein d'autres angles de vue qui vont être développés tout au long de ces 2 journées. Donc suivez les programmes. Voilà. À très bientôt et merci beaucoup. Merci.